Lao-Tzu a dit, il faut trouver la voie. Ah oui. Moi, je l'ai trouvée. Il faut donc que vous la trouviez aussi. Oui. À vrai dire, je suis là pour ça. Salut les amis. Allez, aujourd'hui on est au MOOF. On était déjà passé là il y a quelques semaines. Et on s'y retrouve avec Bara et Saïd pour la sortie du Lotus version, donc c'est le noir et blanc colorisé. Que Bara nous montre. Alors il est sorti hier au musée Hergé de Louvain-la-Neuve et aujourd'hui il était disponible à la boutique de Bruxelles. C'est ça. On est ensemble ici pour parler rapidement de cet album, cette sortie. Alors, un petit débrief historique, très rapide. 1934-35, la sortie dans le petit 20e de l'aventure qui s'appelait Les Aventures de Tintin, reporter en Extrême-Orient. Et puis après, sortie de l'album officiel noir et blanc en 1936. Puis l'album colorisé en 1946. En couleur, pardon. Et le colorisé, donc l'album noir et blanc colorisé, c'est en 2025 du coup. C'est ça, début 2025. Voilà, on va essayer de parcourir ça, parler un petit peu des grandes thématiques et qu'est-ce que le Lotus bleu, pourquoi c'est très important dans l'œuvre d'Hergé. Et on va évoquer aussi l'aspect anticolonialisme, voilà, la dimension politique que tu aimes bien. Pour beaucoup de tintinologues, c'est vraiment l'œuvre, une des œuvres majeures, voire peut-être la plus majeure d'Hergé, le tournant décisif, autant dans son dessin, la ligne claire, l'aboutissement, et autant aussi dans le scénario et cette ouverture sur le monde, je pense. Regardez, voici la nouvelle couverture du Lotus bleu. On se souvient, on la verra tout à l'heure, de la couverture mythique de l'album en couleur. Mais là, on est sur la première édition en noir et blanc. Quand Hergé invente cette histoire, on est dans les années 30. Oui, il commence en 1934, il a 27 ans. Et cette histoire, c'est un tournant dans son œuvre. Cette histoire, c'est son premier chef-d'œuvre. Au fond, Tintin devient pleinement Tintin et Hergé devient pleinement Hergé avec le Lotus bleu. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Saïd ? Bah écoutez, moi l'album me plaît énormément dans la mesure où effectivement il apparaît donc en 1935-1936 dans un contexte très particulier dans lequel baigne Hergé depuis déjà un certain temps, un contexte un peu étroit, un peu fermé sur lui-même, et donc l'ouverture au monde à travers la rencontre de Chang va lui permettre de prendre une nouvelle dimension dans son travail, à la fois artistique et aussi en lien avec un regard nouveau sur les peuples, sur les cultures autres. Et c'est en cela que l'album est très important et relève d'une nouveauté dans l'œuvre au global. Faut savoir quelque chose, c'est qu'il y a un classement donc, en 1999 qui a été fait, les meilleurs livres du XXe siècle. Ça a été fait par Le Monde, je ne sais pas si tu as vu ça. Et en fait, on voit donc, dans le top L'étranger de Camus, les œuvres de Marcel Proust, donc À la recherche du temps perdu, et on a le Lotus bleu en 18e position, mais vraiment parmi toutes les œuvres mondiales. C'est une œuvre majeure. Ouais, majeure, voilà, ça il faut le savoir aussi. Est-ce qu'on peut montrer peut-être les différences entre les deux albums ? Oui, bien sûr. Je vois que vous les avez préparés. Tout à fait. Alors ici, on a l'album couleur, d'accord ? L'album couleur avec une couverture mythique, mais qui est venue bien plus tard. Et ça, c'est l'album colorisé, noir et blanc colorisé, qui vient de sortir en 2025. Donc c'est tout récent, tout nouveau. Alors celui que tu tiens en main a une particularité, parce qu'il est disponible depuis quelques jours déjà dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Mais celui que tu as obtenu aujourd'hui à la boutique à Bruxelles et ceux que tu as obtenus hier à la boutique du musée à Louvain-la-Neuve, ils sont numérotés. Voilà. Et cachetés. Et numérotés. Et 777 exemplaires. C'est pas un hasard, évidemment. Okay. Donc il faut savoir qu'il y avait 250 exemplaires qui étaient réservés
au musée Hergé, Tout à fait. 250 autres exemplaires à la boutique de Tintin. Bruxelles. Et puis il y a également le reste des albums étaient En ligne. disponibles en ligne. Voilà, je pense qu'ils ont bien réparti ça cette fois pour que tout le monde puisse en avoir. Et alors, maintenant, une autre particularité de l'œuvre colorisée, c'est qu'il y a une préface de Philippe Gaudin, donc une très bonne préface qui introduit un petit peu l'historique de l'œuvre. Donc le titre c'est « Il faut trouver la voie ». Et ensuite, vous connaîtrez la vérité. Est-ce que vous le dites? Mais tout d'abord, je dois vous couper la tête. Quoi? Voyons, n'ayez pas peur. Cette lame est très bien aiguisée. Non! Et effectivement, il explique comment Hergé arrive au Lotus Bleu, sa fameuse rencontre avec Chang. Donc Chang, l'étudiant en art qui a permis à Hergé de s'ouvrir au monde, découvrir une autre culture, et vraiment une culture non stéréotypée. Et Hergé, je pense, tu peux nous en dire un peu plus aussi. Oui, tout à fait. Moi, ce qui me fascine dans cet album, c'est la rencontre de deux cultures. Et a priori, rien n'était fait pour que ces deux personnes se rencontrent. Et subitement, dans les années 30, on a donc Hergé qui rencontre cet étudiant chinois qui arrive en Belgique pour étudier, effectivement. Et donc, on a là la rencontre de deux personnes, et finalement de deux cultures, de deux mondes. Et Chang va beaucoup apporter à Hergé, à la fois sur le plan graphique, mais aussi sur l'importance de se documenter, de se cultiver auprès des différentes cultures qui existent, auprès des différents peuples qui existent. Et donc là, Hergé prend le temps d'écouter, prend le temps de se documenter, prend le temps de s'ouvrir donc à cet autre, qui est Chang à ce moment-là. Et donc on a effectivement un album qui dénonce l'impérialisme japonais qui sévissait alors. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette période de l'histoire est très peu étudiée. On en parle encore très peu aujourd'hui. L'invasion par le Japon d'une partie de la Chine, la Mandchourie précisément. Et donc l'intérêt de l'album, c'est de rendre visible cette période historique qui a été très forte pour le monde asiatique, pour le monde de l'Extrême-Orient, comme on disait à l'époque. Et l'autre intérêt, c'est effectivement de prendre la défense des opprimés face à un impérialisme très très fort, qui s'inspirait un petit peu des impérialismes occidentaux, qui consistaient effectivement à coloniser une partie des territoires et prendre part à des espaces territoriaux plus importants. Et donc voilà, donc on a tout ça qui fait que cet album est très important, très riche. Il y a le contexte aussi dans lequel l'Occident s'est un petit peu rangé derrière l'impérialisme japonais, et il fallait être courageux à ce moment-là pour défendre finalement la Chine et les Chinois. Et je pense qu'Hergé ici a prouvé qu'il pouvait très bien faire des choses incroyables, sachant ce qu'il a fait avant, le Congo, les fameuses polémiques. Ici, on peut dire, voilà, sans trop hésiter, qu'il s'est rattrapé de manière magistrale. Oui. Tout à fait, tu as raison de le souligner. On a un Hergé qui est très jeune lors de Tintin au Congo. Il doit avoir 23, 24 ans ou un peu moins, je ne sais plus exactement. Mais Tintin au Congo, c'est 1931. Et dans la foulée, le Lotus Bleu, c'est 1935, 1936, comme tu l'as souligné tout à l'heure. Effectivement, être en mesure de prendre la défense des opprimés, des minorités chinoises, dans un contexte qui est plutôt celui qui va plutôt en direction de la défense des grandes puissances occidentales et impérialistes. Le fait qu'ils prennent le temps de se documenter et qu'ils fassent ce choix de défendre des minorités opprimées, c'est très fort, et ça en dit long sur sa capacité à prendre en compte l'autre et donc à faire évoluer sa propre œuvre qui, avec le temps, évoluera toujours de façon continuelle et de façon importante. Donc c'est un album effectivement qui marque un tournant dans l'œuvre de Hergé, et sans cette rencontre, peut-être que Hergé n'aurait pas été celui qu'il est et qu'il a été pendant de longues années. En tout cas, vous entendez, on comprend pourquoi il y avait tellement de monde ce matin, à la fois à Bruxelles et à Louvain-la-Neuve, pour se procurer un exemplaire de cet album mythique. Voilà. On va mettre des plans, vous avez sûrement vu ça dans la vidéo, beaucoup de monde, autant au musée Hergé que la boutique Tintin. Effectivement, Lotus Bleu, c'est un album qui a une vraie particularité. D'ailleurs, on a vu pas mal de personnes asiatiques hier qui étaient là, qui ne parlaient pas français, qui étaient en train... Parce que je pense que c'est un album qui est, même nationalement, en Chine, a beaucoup de valeur. C'est pas uniquement francophone ou belge, quoi. Et puis l'année dernière, je suis allé à Henan et j'ai visité 3 écoles.
Et j'ai rencontré les petits écoliers qui ont lu Tintin depuis 3 ans. Quand j'ai présenté le scénario de Tintin, les aventures lunaires, et j'ai posé les questions à ces garçons, à ces filles, tout le monde m'a répondu parfaitement. C'était vraiment une émotion que je ne peux pas penser qu'à Renan, un village très éloigné, là, il y a des centaines d'écoliers qui ont passé leur vie avec Tintin. C'est incroyable. Ici, il y a une planche qu'on va montrer pour illustrer un petit peu cette ouverture d'Hergé sur le monde. La planche 88 dans l'album colorisé. Donc ici, Hergé s'est inspiré vraiment d'un artiste majeur en Chine. Et cette œuvre-là, qu'on va mettre aussi directement à l'écran, comme ça vous comparez, montre, d'après les spécialistes comme Benoît Peters et Philippe Godin, que Hergé, pour la première fois, se lâche un petit peu en mettant des cases qui ne sont pas complètement utiles à l'histoire, mais qui ajoutent une grandeur à son dessin, qui ajoutent de la profondeur et une inspiration directe d'autres cultures, des cultures artistiques. Je pense qu'avant, il n'avait pas trop cette habitude, et c'est en cela que c'est un vrai tournant. Il y a eu Les Cigares du Pharaon, le vrai basculement entre le Tintin un peu simpliste, un peu, voilà, on va dire clown, qui fait rire, qui rigole, qui parle avec la trompette pour parler aux éléphants dans le Congo, etc. Et petit à petit, dans Les Cigares, il commence à être plus subtil, avec un scénario plus écrit. Et au Lotus, c'est un vrai aboutissement. On a ici vraiment un Tintin qui est plus le centre du monde, mais qui est vraiment ouvert sur le monde et qui montre que la bonté et la méchanceté est partout partagée de manière plus subtile. Oui, on peut ajouter aussi un point dont on parle très souvent, qui est la fameuse rencontre entre Tintin et Chang dans l'album. Effectivement, cette case est souvent décrite comme étant une case antiraciste, ce qui est tout à fait vrai, puisque les deux protagonistes échangent sur les stéréotypes raciaux de l'époque, et on rigole, et c'est très fort et très intense comme rencontre. Mais on peut aussi valoriser la case dans laquelle on voit Tintin prendre la défense d'un tireur de pouce-pouce. On a là un occidental, un industriel occidental qui s'appelle Gibbons, de mémoire. Et effectivement, ce qui est très fort, je trouve, dans cette case-là, c'est que Tintin, très rapidement, on peut effectivement la montrer, hein, cette case-là, si on avance un petit peu, c'est celle-ci. Voilà. Ouais. Je trouve que cette case-là mérite qu'on s'y arrête quelques instants, parce qu'effectivement, on a très vite, au début de l'album, Tintin qui prend la défense d'un tireur de pouce-pouce qui s'est fait engueuler par un occidental, pour parler vite. Et ce même occidental, plus tard, effectivement, valorise l'idée qu'il est important de... La belle civilisation occidentale. Voilà, de mettre en avant la civilisation occidentale, et qu'on ne peut plus reprendre ces barbares qu'il faudrait civiliser. Voilà, et le fait que Tintin, plutôt dans cet album, prenne la défense de ce tireur de pouce-pouce est une image aussi très marquante, et qui reflète bien le ton de l'album, je pense. Et ben voilà, je pense qu'on va laisser maintenant les abonnés découvrir cette petite pépite qui donc suit Les Cigares du Pharaon colorisé. Donc il faudra peut-être encore attendre un petit peu pour découvrir cette fois L'Oreille cassée. Pareil. Donc ne vous méprenez pas, ce n'est pas la version qu'Hergé a redessinée après qu'on vous a présentée ici. C'est bien la version originale, noir et blanc, colorisée. Voilà. Et peut-être, je dis bien peut-être, on fera peut-être gagner un abonné un exemplaire numéroté, donc très rare, qui n'existera plus, et on sait comment la spéculation font ces livres-là. 777 exemplaires, ça va vite. Hein. Voilà, ce qui est dommage, parce que c'est un très très beau livre, et voilà, la spéculation, comme dans tous les milieux, ça existe. Et voilà, j'espère que ça vous a donné envie. Peut-être un dernier mot, Saïd ? Peut-être, oui, si possible, rapidement. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que cet album-là, il peut être utile aujourd'hui comme... on peut s'en servir comme d'un outil pédagogique, parce que le racisme anti-chinois, anti-asiatique existe dans nos sociétés en général. C'est un racisme qui est très peu étudié, très peu documenté, qui est assez invisibilisé. Et on l'a vu pourtant se montrer très agressif, notamment pendant la période du Covid. Et je pense que cet album-là peut être aussi utile pour à la fois rendre visible ce racisme dont on ne parle pas toujours, et sur lequel il faudrait aussi se pencher pour effectivement lutter contre. Voilà, c'est aussi un plaidoyer antiraciste dont on peut se servir encore aujourd'hui pour notamment dénoncer le racisme anti-chinois ou anti-asiatique. Voilà. Merci Saïd. Merci d'avoir été là avec nous pour cet unboxing, cette découverte de cet album du Lotus Bleu. Merci à vous.